Près de 400 lacs sous-glaciaires sont déjà connus et sur cette carte, vous pouvez voir que les lacs forment un gigantesque réseau interconnecté sous la glace. En fait, ce n'est pas si étonnant, car il ne faut pas oublier que l'Antarctique est en principe un continent tout à fait normal et qu'il ne se compose pas uniquement de glace flottant sur l'océan comme l'Arctique dans l'hémisphère nord. L'Antarctique possède une immense masse terrestre et, comme d'autres continents, des fleuves et des lacs, mais cachés sous l'épaisse calotte glaciaire. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être « Comment l'eau peut-elle être liquide? Il fait pourtant froid en Antarctique. » En fait, la température moyenne en Antarctique est d'environ moins 55 degrés Celsius. C'est tout juste un temps pour porter un t-shirt. Mais deux facteurs permettent néanmoins à l'eau de couler sous la surface, la pression et la géothermie. Le point de fusion de la glace diminue sous l'effet de la pression, de sorte que plus elle est enfouie sous l'imposante calotte glaciaire de l'Antarctique, plus elle fond rapidement. Et plus elle est enfouie, plus la chaleur géothermique provenant de l'intérieur de la Terre est importante. Ces deux facteurs suffisent alors à créer les conditions parfaites pour les lacs sous-glaciaires. Le plus grand de ces lacs souterrains est le lac Vostok, dans l'est de l'Antarctique, qui est 30 fois plus grand que le lac de Constance allemand et se trouve à 4 km sous la surface. Maintenant, il est bien sûr incroyablement intéressant de savoir s'il y a de la vie en bas et quel écosystème fascinant peut s'épanouir dans un environnement aussi extrême. Car comme nous le savons tous grâce à Jurassic Park, Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich, aber so ist es. Ne me parlez surtout pas du nouveau film Jurassic World 3, quel gâchis par rapport au premier Jurassic Park magistral. Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße. Mais loin des dinosaures, retour à l'Antarctique. Comment explorer le système aquatique sous-glaciaire? Des scientifiques néo-zélandais ont utilisé pour cela une sonde qu'ils ont fait glisser le long d'une rivière sous-glaciaire, pour simplement voir quelle chose fascinante la sonde allait y recueillir. Le professeur Craig Stevens, qui a participé à l'expérience, explique « Nous avons déjà mené des expériences à d'autres endroits de la calotte glaciaire et nous pensions avoir les choses en main, mais cette fois-ci, nous avons eu de grandes surprises. Pendant un moment, nous avons pensé que quelque chose n'allait pas avec la caméra, mais lorsque la netteté s'est améliorée, nous avons remarqué un essaim d'arthropodes d'environ 5 mm. C'est vrai, la sonde a trouvé des créatures ressemblant à des crevettes sous l'imposante glace de l'Antarctique, qui nageaient allègrement jusqu'à ce que leur fête d'arthropodes soit perturbée par la sonde. Et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Voici les images originales de la sonde. Je trouve inimaginable que la vie puisse s'épanouir dans des conditions aussi extrêmes. J'ai parfois du mal à garder le contrôle de ma vie dans ces conditions. Les animaux découverts ne sont pourtant pas une nouvelle espèce, ils étaient déjà connus des scientifiques. Mais leur existence sous la banquise de l'Antarctique est tout de même surprenante. La question qui se pose désormais est de savoir d'où ces animaux tirent leur nourriture. L'équipe de chercheurs néo-zélandais a fait analyser un échantillon d'eau afin de découvrir quels nutriments s'y trouvent comme source de nourriture pour les crevettes antarctiques. Et ce n'est que le début de l'exploration. L'équipe de chercheurs pense en effet être tombée sur une gigantesque structure sous-glaciaire. Sous la banquise se trouve une grotte en forme de cathédrale, haute de plusieurs centaines de mètres et grouillant de vie. On se croirait vraiment dans un roman de Jules Verne. Les chercheurs y ont laissé des instruments qui, dans les années à venir, fourniront de plus en plus de données sur cette grotte sous-glaciaire. Certains d'entre vous vont certainement dire « Des crevettes sous la glace. Qui s'en soucie ?» Je pense que de telles découvertes sont également intéressantes du point de vue de la recherche spatiale. Car en principe, il existe sur les lunes glacées des planètes gazeuses, comme Europa et Encelado, un environnement tout à fait similaire à celui de l'Antarctique. Leur surface est recouverte de glace d'1 kilomètre d'épaisseur et, en dessous, il y a de l'eau liquide, un océan sous-glaciaire. Si la vie peut exister sous la glace en Antarctique, cela augmente les chances que les océans de la Lune de glace ne soient pas trop extrêmes pour la vie. Mais il faut bien sûr garder à l'esprit les différences, c'est évident. La masse terrestre de l'Antarctique était bien plus propice à la vie il y a des temps immémoriaux et abritait même des forêts et une faune et une flore riches en espèces. Il n'y avait très probablement rien de tel sur les lunes de glace.
Mais, souvenez-vous de Jeff Goldblum, la vie trouve toujours un chemin. C'est pourquoi je pense qu'il est relativement probable qu'il y ait des crevettes extraterrestres ou quelque chose comme ça dans l'océan extraterrestre des lunes de glace. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Y a-t-il de la vie sur les lunes de glace ? Ou la comparaison avec l'Antarctique ne permet-elle pas du tout de tirer de telles conclusions ? Je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez. La glace, les lacs sous-glaciaires, les formes de vie exotiques, tout cela est déjà extrêmement fascinant. Mais l'Antarctique est aussi le lieu de recherche idéal pour étudier la physique quantique. Et récemment, quelques physiciens qui ont patienté dans une station de recherche, entourés de blizzards et de moins 50 degrés Celsius, ont attrapé quelque chose, à savoir une particule fantôme. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi va-t-elle révolutionner notre compréhension du cosmos ? Si vous ne savez pas encore quel métier choisir plus tard, j'ai ici un job de rêve absolu, chercheur à l'observatoire IceCube en Antarctique. Il s'agit d'une station de recherche située au milieu du plus grand désert de glace de notre planète, dont le but est de détecter ce que l'on appelle les neutrinos. Les neutrinos sont souvent appelés particules fantômes parce que leur masse est presque nulle, qu'ils se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et qu'ils n'interagissent généralement pas vraiment avec la matière normale. En d'autres termes, pour un neutrino, l'univers entier est presque immatériel, en quelque sorte fantomatique. Mais il est très rare qu'il interagisse avec la matière. C'est ainsi que fonctionne IceCube. Lorsqu'un neutrino interagit avec la glace de l'Antarctique, il peut produire un éclair de lumière. Des capteurs placés en profondeur sous la glace peuvent alors détecter ces éclairs. Vous voyez ici l'un de ces capteurs, dont IceCube possède plus de 5000 exemplaires. Il doit y en avoir autant parce qu'une collision de neutrinos est extrêmement rare. Si l'on ne disposait que de quelques dizaines de détecteurs, il faudrait attendre très longtemps avant qu'une collision ne se produise. Et attendre très longtemps en Antarctique, c'est un peu ennuyeux et très froid. Lorsque les scientifiques de l'IceCube enregistrent une correspondance, ils peuvent utiliser les données collectées pour déterminer certaines caractéristiques du neutrino. En se basant sur des caractéristiques telles que la propagation de la luminosité du flash lumineux créé par la collision, ils peuvent déterminer le niveau d'énergie du neutrino et la direction d'où il est venu. La direction est bien sûr particulièrement intéressante, car on a alors au moins une indication de l'endroit et de l'événement à l'origine du neutrino. En 2019, une séquence d'événements relativement cohérente s'est produite. Le 9 avril, une collision entre une étoile et un trou noir a été détectée dans une galaxie située à 750 millions d'années-lumière. Les astronomes ont baptisé cet événement AT 2019 DSG. Les astronomes devraient vraiment trouver de plus beaux noms pour les choses. Que s'est-il passé exactement ? Un trou noir et une étoile se sont un peu trop rapprochés et la mort de l'étoile par un trou noir n'est pas un processus ordonné. L'étoile ne fait donc pas simplement un plop et disparaît. Lorsqu'une étoile s'approche d'un trou noir au point d'être happée par sa gravité, l'énorme force de marée du trou noir, c'est-à-dire l'interaction entre la gravité et le moment cinétique, commence par dilater l'étoile. C'est ce qu'on appelle la spaghettisation. Cela attire ensuite l'étoile jusqu'à ce qu'elle se disloque. C'est ce qu'on appelle le Tidal Disruption Event ou TDE. On pourrait également parler de perturbation des marées. La moitié des restes de l'étoile déchirée tourbillonne alors en un disque autour du trou noir, produisant une chaleur et une lumière immenses, avant d'être inexorablement entraînée au-delà de l'horizon des événements, dans des profondeurs gravitationnelles sans fin. L'autre moitié des restes est éjectée dans l'espace. Et lors de l'événement AT 2019 DSG, un trou noir supermassif d'une masse 30 millions de fois supérieure à celle du Soleil est passé par un événement de rupture de marée. Lors d'un événement aussi violent, des neutrinos pourraient être potentiellement éjectés. Et effectivement, à peine 6 mois plus tard, le 1er octobre 2019, un neutrino a été détecté à l'observatoire IceCube en Antarctique. Bingo! Oh, I got a bingo! Pour être complet, les chercheurs ont donné à ce neutrino le nom de IC191001A. Ouf! L'histoire semblait donc parfaitement collée. Le neutrino détecté en octobre correspondait parfaitement au grand snack gravitationnel qu'un trou noir situé à 750 millions d'années-lumière s'était offert et qui avait été observé en avril. Toutes les questions ont été résolues. Affaire classée. Mais, j'ai encore une question. One other thing.
Et pas seulement moi, mais aussi l'astronome Yvette Sand du Center for Astrophysics de l'Université de Harvard. Elle a demandé, si ce neutrino venait d'une manière ou d'une autre daté 20219 DSG, la question se pose, pourquoi n'avons-nous jamais détecté de neutrinos associés à des explosions d'étoiles à cette distance ou plus près encore? Si l'événement de disruption martienne était vraiment à l'origine de la particule fantôme, alors les neutrinos devraient être détectés beaucoup plus souvent. Une équipe de chercheurs autour d'Yvette Sand a donc examiné de plus près cet événement lointain. Ils ont utilisé le radiotélescope ALMA au Chili pour observer AT 2019 DSG pendant plus de 500 jours dans le domaine des ondes radio. Ils ont constaté que le tidal disruption event devenait de plus en plus brillant dans le domaine des ondes radio pendant 200 jours, puis il a atteint son apogée et a commencé à s'affaiblir lentement. Ils ont également calculé la quantité d'énergie totale de l'événement et celle-ci correspondait à peu près, et maintenant tenez-vous bien, à l'énergie que le Soleil émet en 30 millions d'années. Un événement de disruption gravitationnelle, c'est-à-dire un trou noir capable d'engloutir une étoile, peut émettre autant d'énergie en si peu de temps que le Soleil en 30 millions d'années. Ouah! Mais, et c'est là que ça se corse, c'est plutôt normal pour un tel événement de disruption martienne. Une quantité d'énergie tout à fait normale, éjectée lors d'un tel événement, rien de spécial. Mais pour produire un neutrino aussi énergétique que IC19101A, c'est-à-dire le neutrino détecté en octobre 2019, l'énergie du tidal disruption event devrait être environ 1000 fois plus élevée. Tout cela est très complexe, beaucoup de termes techniques, je sais, c'est pourquoi je le redis avec d'autres mots. L'explosion du trou noir que l'on pensait être à l'origine du neutrino était 1000 fois trop faible pour en être la véritable cause. Mais pas de bingo. Reste une question, et pas des moindres, d'où vient donc le neutrino détecté? Réponse, personne ne le sait. Alors que l'on pensait l'affaire résolue, elle est à nouveau aussi mystérieuse qu'au tout début. Mon conseil serait que la cause était peut-être tout simplement un autre événement de disruption marée, au cours duquel un trou noir encore plus lourd a déchiré une étoile encore plus massive, mais que cet événement est beaucoup plus lointain et a donc échappé aux astronomes vigilants. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part, il n'en reste pas moins que l'origine de la particule fantôme reste fantomatique. Rechercher des particules fantômes en Antarctique, loin de tout le monde, cela me semble être un travail de rêve absolu. Jusqu'à ce que l'on ouvre par inadvertance les portes d'un univers parallèle. Nous verrons dans la prochaine partie de notre série sur l'Antarctique ce qu'il en est de cette folle histoire diffusée par les médias. Et si vous voulez soutenir mon travail, offrez-vous les t-shirts des vidéos, de vraies météorites et des planètes en peluche moelleuse dans la boutique de l'espace. Chaque achat m'aide beaucoup à continuer à faire fonctionner la chaîne. Sinon, je dirais, voyons la prochaine vidéo. Bonne chance à tous!